Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du riz, un aliment au cœur de notre quotidien puisqu'il s'agit de la denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire. La population consomme en moyenne 90 kg de riz par habitant par an, soit une consommation totale estimée à 1 711 520 tonnes pour l'année 2017. D'où vient ce riz que nous consommons en masse? Il vient d'Asie. Importé de pays comme l'Inde, la Chine ou le Vietnam, il représente près de 70% du volume de riz consommé par les Ivoiriens. Mais le riz que nous consommons vient aussi de Côte d'Ivoire, un riz national qui, vous allez le voir, ne manque pas de goût et d'ambition. Au sommaire, ce soir, enquête sur le marché du riz en Côte d'Ivoire. Dans les étals des supermarchés, le riz local fait face aux très nombreuses marques de riz importées d'Asie. Le pays importe autant de riz qu'il en produit, mais la volonté de l'État est d'augmenter la production locale car la Côte d'Ivoire a de nombreux atouts pour produire en masse. C'est aussi la conviction, vous allez voir, d'entrepreneurs locaux qui se battent pour développer la production, mais aussi la transformation du riz paddy en riz blanchi. Puis nous partirons au Sénégal, au nord du pays, à la découverte de la compagnie agricole de Saint-Louis qui a mis en place l'une des plus grandes usines de production de riz de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous allez découvrir les défis de la production de riz à grande échelle, depuis le champ jusqu'au sac de riz, avec des machines spectaculaires capables de produire 30 000 tonnes de riz blanchi par an. Des terres fertiles, des paysans en grand nombre, un climat propice, la Côte d'Ivoire a tout pour être un grand pays producteur de riz. Pourtant, si elle a produit 1 355 000 tonnes de riz en 2017, elle en a importé tout autant. Les importations sont passées de 750 000 tonnes en 2008 à plus d'1 million de tonnes en 2017. Un chiffre que l'État veut faire baisser en boostant la production locale. Cela passe par des investissements dans des usines, mais cela passe aussi par le travail d'entrepreneurs dédiés à la culture et à la promotion du riz local. C'est le cas de Lazeni Coulibaly, que nos caméras ont suivi d'Abidjan à Korogo. Les défis du riz made in Côte d'Ivoire, c'est un reportage de Sarah Sisman, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. C'est l'histoire d'un homme qui s'est mis en tête de transformer une habitude alimentaire. Faire consommer du riz local aux Ivoiriens plutôt que du riz importé. Un riz qu'il distribue dans les supermarchés d'Abidjan et qui provient des champs de Côte d'Ivoire. Ce matin, dans une enseigne du quartier de Cocody, Lazeni Coulibaly vient s'enquérir de ses ventes auprès de son commercial. Merci. Ça va bien. Par semaine, tu arrives à faire combien comme ça par semaine? J'arrive à faire 1 tonne 700. 1 tonne 700 kg. 700. Tu expliques le riz, tu expliques la fraîcheur de ton riz. La durée, c'est un riz qui date de moins d'1 an. Il faut que tu expliques ça aux gens et ils comprennent ça, que ça fait en Côte d'Ivoire. OK? C'est bien compris? OK, merci. Hein? Je mettrai en application. Ces deux marques de riz, Princesse Maro et Super Taha, sont commercialisées depuis 2016. Elles ne sont pas seules. Dans les étals, une multitude de concurrents. Des concurrents non pas ivoiriens, mais asiatiques. Des dizaines de marques différentes, avec des qualités différentes. Du riz haut de gamme au riz de grande consommation. Vous voyez, là, c'est les qualités de riz importées. Plein de qualités qui viennent de partout, de l'Inde, Vietnam, Thaïlande, Pakistan. Chaque jour que Dieu fait, tu peux te réveiller, arriver au supermarché et te retrouver avec une nouvelle marque de riz importée. Des marques de riz importées qui trouvent preneurs. Aujourd'hui, les Ivoiriens en consomment en majorité. Principale raison, le riz importé est vendu moins cher. En moyenne 2 500 francs les 5 kilos, contre 3 000 francs pour le riz local de l'Adzénie. Ce n'est pas tout. Il est d'un aspect plus blanc, ce qui plaît aux consommateurs. Ce qui attire les Ivoiriens au niveau du riz importé, c'est la blancheur. Ils viennent, ils regardent, c'est tout blanc, c'est tout joli. Tout de suite, il ne va pas réfléchir, il cherche à prendre du riz importé pour le consommer. Mais quand tu réussis à lui montrer le riz local, et qu'il voit effectivement qu'il n'est pas aussi blanc comme le riz importé, et qu'il l'amène à la maison, mais il se rend compte que le riz local contient plus d'amidon que le riz importé. Et donc, il est plus
il est plus nutritif pour les enfants même les grandes personnes, que le riz importé. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de réussir à convaincre pas mal d'Ivoiriens doucement et réussir un jour à renverser cette tendance-là. Moins beau, mais meilleur pour la santé. Tel pourrait être l'un des slogans de Ladzeni Coulibaly pour promouvoir le riz local face au riz importé. Un combat qu'il mène tambour battant avec un objectif ultime, faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne autosuffisante et n'importe plus un seul grain de riz. C'est l'objectif affiché de sa société, la Socomci, qu'il a créée en 2014. En quelques années, l'entrepreneur est devenu producteur, transformateur et distributeur de riz. Mais pour atteindre son but, il doit relever de nombreux défis. Augmenter sa production, rendre son riz plus compétitif, c'est-à-dire moins cher que le riz importé. Mais aussi faire en sorte qu'il soit aussi blanc et séduisant que celui des concurrents asiatiques. C'est à 600 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, que nous nous rendons avec Ladzeni Coulibaly. Bienvenue dans la région de Korogo. C'est ici que le riz qu'il commercialise est cultivé. Nous sommes au mois de novembre, en pleine période de récolte. C'est un grand champ de riz, hein? Ici, dans ce vaste champ, le paddy, comprenez le riz à l'état brut, est récolté de manière encore artisanale par ces hommes et ces femmes, tige après tige, sous un soleil de plomb. C'est la récolte du riz. Donc après cette étape, tout ce riz sera séché, vanné et ramené à l'usine. Fils de cultivateur, Ladzeni n'hésite pas à participer à la récolte. Avec sa société, la Socomci, il rachète le paddy de ses paysans, réunis en coopérative, pour le transformer. Tu penses qu'avec ce champ, ça pourra donner combien de tonnes? Bon, avec ce champ-là, ça peut donner 1 tonne, 2 tonnes comme ça. Ok. Alors ce paddy, il est acheté combien aux paysans? Il a acheté à 150 francs le kilo aux paysans. Parce que c'est un paddy de grande consommation qui est fait sur le riz, qui est fait sur les plateaux. Les plateaux, c'est le riz pluvial. Le riz qu'on fait une fois par an. Du riz paddy, acheté 150 francs le kilo, qu'il revendra 3 à 4 fois plus cher une fois transformé. Des paysans en grand nombre, des terres fertiles, un climat propice. La Côte d'Ivoire a tous les atouts, selon lui, pour être un grand pays producteur de riz. On a encore dans plus de 50% de riz importé. Ce n'est pas normal. Avec tous les atouts qu'on a dans notre pays, tous les atouts qu'on a en Côte d'Ivoire, avec tout ce que vous voyez, il n'y a aucune raison que la Côte d'Ivoire continue à importer du riz. Aucune raison. Aucune raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut produire, se nourrir nous-mêmes et même aller à l'exportation. La Côte d'Ivoire peut devenir plus même que le Vietnam. Le Vietnam, c'est un petit pays par rapport à la Côte d'Ivoire. Le climat de la Côte d'Ivoire est même nettement meilleur que le climat du Vietnam. Mais pourquoi le Vietnam arrive à cultiver le riz, s'autosuffire et exporter en Afrique? C'est tout simplement une volonté politique. Et cette volonté politique, nous la voulons chez nous ici. En attendant, l'un des défis les plus importants pour imposer le riz local est d'accroître la production. Cela passe par un point essentiel, la formation des paysans. Ce jour-là, Ladzeni Coulibaly se rend dans une autre plantation à quelques kilomètres. Il retrouve Hyacinthe Ouattara de l'ONG Fairmatch Support, spécialisée dans l'accompagnement des agriculteurs. Ensemble, ils parcourent le champ de Monsieur P. Ce paysan de 75 ans produit depuis toujours de l'arachide et du maïs et depuis peu s'est lancé dans le riz de bas-fond. Un riz cultivé sur ces sols marécageux, sur plusieurs hectares. Hyacinthe va lui inculquer les bonnes pratiques pour l'aider à augmenter son rendement. Nous constatons ici qu'avec l'espacement qu'il a utilisé de 5 à 10 cm, on a un nombre de pieds qui n'est pas la normale. Et il a 8 comme ça ici, alors qu'en principe, on doit avoir entre 25 à 30 pieds. En respectant ces consignes, il peut augmenter de 3 à 4 fois sa production actuelle.
Il dit tant que tu ne meurs pas, on ne finit jamais d'apprendre. En plus de la formation, l'Adzeni fournit des engrais et des herbicides aux paysans. Ces intrants lui reviennent en moyenne 250 000 francs par hectare par paysan. Mais il s'agit là d'un investissement, car au moment d'acheter la récolte, les sommes dépensées pour les intrants agricoles sont déduites de la facture finale. C'est donc une bonne affaire pour l'Adzeni, mais aussi pour le paysan, assuré d'une meilleure récolte grâce à ces intrants et donc de plus grands revenus. Tu sais, le paysan, là, nous, on n'a pas de moyens. Quand tu es revenu, quand tu es près de manœuvre, là, on a labouré, tu n'as pas l'argent pour répliquer, pour voir l'argent, pour payer engrais, pour payer herbicide. Vraiment, c'est un problème. C'est ça que nous, on veut là. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Et M. Bay peut espérer toucher combien avec son riz? Alors, avec ce riz, M. Bay, il a fait 1 hectare. Alors, 1 hectare, quand je regarde bien les grains sont bien, le Bay, il a bien donné, il y a beaucoup de grains sur la tige. M. Bay, il peut espérer cette année avoir au moins 4 tonnes à l'hectare, avec ce que je vois. 4 tonnes à l'hectare, ça lui fera un très bon chiffre d'affaires cette année. Donc, un chiffre d'affaires de combien? Un chiffre d'affaires de 600 000. Une fois récolté, le riz des paysans de Korogo arrive dans cette usine pour être transformé. La transformation, l'autre grand défi de la Sokomsei, la société de l'Adzeni Coulibaly. En fonctionnement depuis 1 an, l'usine a été construite grâce à des fonds indiens. En effet, le gouvernement ivoirien a obtenu en 2009 un prêt de 15 milliards de francs CFA par la banque indienne Exim pour financer l'installation et les équipements de 30 unités de production de riz. Chaque usine doit permettre de produire 25 000 tonnes de riz blanchi par an, soit en tout 750 000 tonnes, au même standard que le riz d'importation, mais pas encore au même coût. Le riz local est 10 à 15% plus cher à produire que le riz importé. Principale raison, la production n'est pas encore assez industrialisée. Pour exploiter l'usine, l'Adzeni doit payer chaque année une redevance à l'État de Côte d'Ivoire, dont le montant n'a pas encore été défini, car l'usine est toujours en phase pilote. Les sacs de riz sont déchargés un à un. Le riz brun va alors passer par de multiples étapes pour ressortir blanchi, prêt à être commercialisé. Vous voyez ce riz paddy, on va le renverser tout à l'heure dans la trémie, qui va passer au nettoyeur et il va aller directement dans l'usine pour être transformé en produit fini. Ça, c'est le fruit de nos paysans. Hein? Et c'est ce que je vais encourager. Une fois nettoyé, le paddy est trié dans ces machines pour enlever les cailloux. Il passe ensuite au décortiqueur avant d'être blanchi, puis poli et enfin calibré. Pas moins de 5 étapes sont nécessaires. Il a été blanchi complètement. Là, il est bon. Il est propre, sans cailloux, vous voyez, trié, blanchi, tout. Ouais. Là, il va là à l'étape de l'ensachage. Du riz blanchi, mais pas aussi blanc et lisse que le riz importé d'Asie, dont les usines disposent de machines bien plus performantes. L'Adzeni aimerait se doter d'une Sortex, une machine importante en fin de cycle de production, car elle permet de trier les grains afin d'obtenir un riz plus homogène, sans impureté, proche du 0 défaut. Mais cette usine de l'État a été livrée standard, sans machine additionnelle. Il appartient en fait à chaque exploitant d'accroître son potentiel industriel. L'entrepreneur a déjà investi 130 millions de francs CFA sur fonds propres, mais sait qu'il doit investir davantage pour améliorer sa production. L'année dernière, 7000 tonnes de riz blanchi sont sorties d'ici, et cette année, il espère en produire 15 000 tonnes. On est déjà d'un très bon départ. Il faut juste commencer quelque part. Et c'est ce que nous on a fait. Nous, cette usine, nous on a 4 comme ça. Alors, si les 4 cette année on arrive à produire, ça veut dire que nous on pourra faire 100 000 tonnes. Produire en quantité, mais aussi en qualité. Un vrai défi, quand la transformation industrielle n'est pas encore optimale. Exemple, après l'ensachage, des femmes doivent encore trier manuellement les grains de riz pour enlever les impuretés qui échappent encore aux machines.
Un rôle important pour éviter que ces impuretés ne demeurent dans les sacs de riz et se retrouvent en supermarché. Direction Niakara, à 50 km de Korogo. Après 3 mois de travaux, cette unité vient tout juste de sortir de terre. Elle fait partie des 30 usines construites par l'État grâce au Fonds indien. Identique à celle de Korogo, elle est exploitée aussi par l'Adzeni Coulibaly. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parmi les techniciens, des Indiens venus finaliser l'installation des machines et transmettre leur savoir-faire aux équipes de maintenance ivoiriennes qui feront tourner l'usine. Donc vous voyez cette usine, ils sont arrivés, ils l'ont montée. Quand ils viennent de le monter, ils sont accompagnés d'une technicité ivoirienne qui suit le montage avec eux. Comment tu t'appelles? Monsieur India. Alors, monsieur India est censé suivre toute la technique de montage de l'usine avec ces Indiens, de telle sorte que quand ils finissent et qu'ils doivent rentrer, leur savoir-faire doit être transféré à monsieur India. C'est un savoir-faire indien qui est important en Côte d'Ivoire. Un savoir-faire qui n'est pas à l'abri de problèmes techniques. On avait commencé, malheureusement, il y a le décortiqueur qui nous a lâchés. On est en train de regarder. Vous savez, les essais d'une nouvelle usine, il y a toujours des petits problèmes. C'est ça, c'est pas du tout facile. Cette mauvaise nouvelle, prise avec philosophie, est annoncée par Assi Kwao, responsable technique de l'ADERI, la structure de l'État chargée de développer la filière riz. La nouvelle usine doit permettre de transformer tout le riz de la zone de Niakara. L'ADERI compte sur des personnes comme l'Adzeni pour accroître la production nationale. Il reste encore 10 usines sur les 30 à construire dans le pays. Mais une fois finalisée, elle devrait permettre d'ici 2 ans de produire 750 000 tonnes de riz. De quoi, selon le responsable de l'ADERI, rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante. En fait, ce que vous allez produire dans l'usine va remplacer le nombre de riz importés aujourd'hui? Absolument. Normalement, c'est l'objectif qu'on se fixe. Maintenant, le riz est segmenté en 3. Il y a le riz de luxe. Certaines personnes, quel que soit ce que vous leur direz sur le riz, consommeront leur riz importé. Il y a le riz de grande consommation et puis il y a vraiment le riz de bas de gamme. Donc c'est le riz de grande consommation et le riz de bas de gamme que nous comptons remplacer. Donc on ne va pas fermer totalement l'importation, mais il y aura une régulation qui sera faite. On ne va pas laisser venir le riz tout azimut. Comme c'est le cas maintenant? Comme c'est le cas maintenant. Laissez ce qui se passe actuellement là fait que le riz local qu'on a produit a des difficultés pour se positionner sur le marché. Parce que l'importation se fait n'importe comment et ça arrive n'importe comment, donc du coup c'est compliqué. Donc c'est pour cela, effectivement, je suis bien d'accord avec M. Haché. L'État compte mettre un système de régulation dans la filière riz qui fera que tous les gammes de riz qui sont produits en Côte d'Ivoire seront strictement interdits dans l'importation. Et ça c'est important. Et l'importation doit normalement se faire maintenant au prorata de la production locale. En 2017, la Côte d'Ivoire a produit plus d'1 300 000 tonnes de riz blanchi. L'État vise l'autosuffisance à horizon 2020-2021, soit une production de près de 2 millions de tonnes. Et en plateau pour débattre, nous retrouvons Dambélé Brahima, président du groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire. Avec lui, Dr Louise Akanvou, responsable du département ressources génétiques du CNRA. Et enfin, Yacouba Dambélé, directeur général de l'ADERI, la structure étatique en charge du secteur du riz. Bonsoir et merci d'être là. Alors, question pour vous, Brahima Dambélé. Le riz, première denrée consommée par les Ivoiriens, mais dans les supermarchés du riz asiatique. Pourquoi? Du riz asiatique dans le marché ivoirien, c'est quand même bien surprenant, surtout qu'on est tous censés connaître que la Côte d'Ivoire est un pays qui regroupe d'énormes potentialités agricoles et qui se retrouve assailli par la production asiatique.
Mais simplement parce que la production du riz en Côte d'Ivoire n'arrive pas la Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'autosuffire en riz produit localement, d'où la nécessité de compenser le déficit de riz pour la consommation et garantir la sécurité alimentaire par l'importation. Et vous-même, vous représentez un groupe d'environ combien d'entreprises? Environ 14 entreprises. 14 gros importateurs. Pratiquement qui importent 90% du riz importé pour la Côte d'Ivoire. Et on comprend que c'est un gros business. Oui, c'est un gros business qui, l'année dernière, a été évalué à peu près à 750 milliards de francs CFA. Alors, ça c'est pour l'année dernière, on estime que les chiffres vont continuer à croître. La question qu'on se pose, c'est qu'en face du riz importé, il y a le riz local. Yacouba Dembélé, quelle est la différence entre ces deux types de riz? Les deux types de riz? Oui. Bon, le riz importé, comme il a dit, vient généralement d'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Inde, tous ces pays-là. Et c'est du riz produit par les producteurs locaux, dont on dispose ici aussi. On a les mêmes technicités. Mais c'est des pays qui ont des cultures, une organisation qui sont centenaires de la production du riz. Nous, notre organisation est récente, mais je pense qu'on va y aller. La question aujourd'hui, c'est que apparemment, la population est accro au riz blanc. Alors, c'est un problème de communication, c'est un problème de goût. Pourquoi? C'est d'abord un problème de communication. C'est d'abord un problème de communication. Normalement, l'homme devrait consommer du riz complet, qui contient tous les éléments nutritifs. Mais on achète à la vue. Est-ce que c'est blanc? Mais on ne cherche pas à comprendre le reste. Donc, il y a un gros problème de communication. Nous sommes préparés à cela. Nous ne sommes pas allés dans ce sens de la communication tôt, parce qu'il y a des éléments qui nous manquent. Parce que vous communiquez sur un produit et que vous ne pouvez pas satisfaire la demande du produit, vous avez ce qu'on appelle un retour de bâton. Alors, qu'est-ce qui vous manque concrètement? Ce qui nous manque actuellement, c'est surtout le financement de la filière. M. Lanzini dit qu'il a fait 7 000 tonnes, mais il a une capacité de 25 000 tonnes. Mais pour financer le reste, c'est beaucoup d'argent. Il faut que les banques nous fassent confiance. Parce que lui, et vous avez vu, Lanzini va juste au champ. Pourquoi? Parce que les banquiers ont des difficultés pour financer le producteur. Les risques sont importants. Et nous avons cité jusqu'à 27 risques. Donc c'est pourquoi un opérateur comme Lanzini, lui, va s'endetter à la banque, préfinancer les activités de producteurs que les banques devraient faire pour que son activité marche. Et ça fait beaucoup d'argent. Oui. Le riz local, moins beau, mais meilleur pour la santé. Moins meilleur pour la santé. Parce qu'il conserve les éléments nutritifs dans le riz, décortiqué. Et donc, par rapport au riz qui est importé, qui est beau, qui est lessivé, disons, je suis navré de le dire, mais c'est entre guillemets lessivé. Ça fait beau, mais il n'y a plus rien. Et donc, c'est plein de glucides, en fait. Alors, c'est le sucre, en fait. Merci, docteur. J'ai envie de me tourner vers l'importateur parce que c'est le travail de Brahima Dembélé de nous envoyer ce riz dont vous dites qu'il manque de certaines qualités nutritives. Alors, est-ce qu'il y a quand même du riz de qualité parmi les types de riz que vous importez? Oui, effectivement, il faut dire que le riz importé est du riz qui ne contient pas de valeur nutritive, c'est peut-être méconnaître le processus et la spécification du produit que nous importons. Il faut dire que dans l'ensemble, en Asie, vous aviez tout type de produits que vous recherchez. Vous avez tout type de riz que vous recherchez. Ça veut dire du riz de grande consommation sec, du riz de grande consommation aussi frais, et du riz de bonne qualité parfumé disponible, et du riz non parfumé disponible. Tout dépend de ce que vous recherchez et de ce que vous voulez acheter par rapport à votre bourse. Ça nous fait plaisir de vous écouter parce qu'apparemment, la perspective adoptée par le gouvernement ivoirien, c'est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en riz, donc sur place. Absolument. Alors, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison qu'elle ne produise pas autant que le Vietnam. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur? Oui, nous avons l'essentiel. Nous avons les producteurs qui savent produire le riz, le paddy,
nous avons une pluviométrie qui est adéquate. Le riz se produit dans différentes écologies. Vous avez vu le film où on avait du riz de plateau et puis il y avait du riz de bas-fond. Mais chez nous, un de nos problèmes, c'est que la majeure partie de notre production se fait sur le plateau, où on ne gère pas l'eau. Or, l'eau, c'est un élément primordial pour produire suffisamment le paddy. Et donc, 75%, si je me trompe, 75% du riz paddy qui est produit chez nous vient des plateaux. On produit sur place du riz qui coûte plus cher que le riz qui est importé. On comprend que l'industrie est mieux organisée là-bas, mais c'est assez choquant quand même. Ça se comprend, oui. Puisque on n'est pas... Eux, ils sont subventionnés par l'État. Nous n'avons pas ce support. Le directeur général en a parlé. Vous avez vu dans le film le monsieur qui va lui-même subventionner la production d'un autre producteur. Oui, c'est vrai, mais il a parlé aussi de volonté politique. Il dit cette volonté politique, nous la voulons. Mais donc, oui. Elle est là. Elle est là. Voilà. Elle est là, mais allons-y. Où est-ce qu'on en est dans les politiques je dirais même de révolution du riz? On a un projet de 30 usines, c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. En face de nos ambitions, ce n'est pas suffisant. Mais quand vous voyez la demande, le besoin national, qui est entre 1,9 million et 2 millions de tonnes, il y a encore un gap. Donc, les 30 usines ne seront pas suffisantes. Mais l'avantage de ces usines, c'est que chacune d'elles peut passer de 25 000 tonnes par an à 50 000 tonnes en ajoutant une chaîne. Et alors, les 30 usines, c'est en combien de temps? Là, il y a 20 qui sont achevées. En principe, nous sommes en discussion avec nos partenaires indiens. L'État est clair. Je veux que ces usines finissent le plus rapidement possible pour que ma production de riz puisse suivre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les études ont montré que le riz local est aimé ou adulé de la population ivoirienne? La première variété de riz qui a été aimée par les consommateurs, c'était du riz local. La deuxième variété, c'était du riz local. La troisième variété, c'était le riz local. Ça a parlé de la quatrième variété que le riz importé est apparu. Alors, je regarde du côté de l'importateur. Il est clair que dans les grandes villes quand même de Côte d'Ivoire, le riz importé reste extrêmement prisé. Absolument. Le riz importé, le riz local aussi est très prisé. Le riz importé demeure en volume aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les statistiques. Mon frère est né de l'ADRI A, mais on est tous conscients qu'aujourd'hui, quand vous visitez les marchés, les étalages, les supermarchés, la présence du riz importé est 3 fois plus élevée que le riz importé. Question pour vous. Est-ce que vous voyez dans l'activité dans 10 ans? Quelle activité d'importation? Oui. Oui. Dans 10 ans, tout dépendra de ce que l'ADRI va présenter. Vous avez des perspectives sur 5-10 ans. Est-ce que vous voyez dans l'activité dans 10 ans? On a été approché depuis un certain moment par l'ADRI pour nous associer au projet effectivement de production du riz local. Comme je le dis sur ce plateau et comme je l'ai toujours dit, nous, importateurs, on n'a pas la spécification de l'importation. On a une matière première qui est le riz. Pour nous, partout où le riz se trouve, s'il respecte les spécifications de nos consommateurs, on ira chercher. Donc, pour moi, importateur, aujourd'hui, j'importe de la Chine, de l'Inde, du Vietnam et autres. Mais si demain, j'ai du riz produit localement en Côte d'Ivoire qui respecte les normes du marché, mais je n'ai pas de raison à aller m'emmerder en Asie. Ça signifie, automatiquement, ça signifie deux choses. Que vous allez, d'une part, intercepter la chaîne de valeur, donc rachat et commercialisation sur place, mais également, deuxièmement, exportation. Oui, c'est possible. C'est possible. Nous sommes liés à notre matière première qui est le riz. Nous ne sommes pas liés à l'activité d'importation. Alors, on l'a vu, malgré de lourds défis, la Côte d'Ivoire veut augmenter sa production locale de riz. C'est également la volonté du Sénégal. Le pays du Tchèp a réussi à multiplier par 5 sa production en l'espace de 10 ans. Pour produire plus, il faut des champs, mais il faut bien sûr des usines. Celle que nous allons vous présenter maintenant est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'usine de la CASL, la compagnie agricole de Saint-Louis, qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Plus qu'une usine, vous allez découvrir une organisation très minutieuse sur toute la chaîne, des rizières au sac de riz. Dans les coulisses de la CASL, c'est un reportage de Marie Demarque et Bigné Diomandé. Question.
Comment réussir à épandre de l'engrais sur une surface de presque 3000 hectares en un temps record? Dans cette ferme risicole du Sénégal, située à une 60aine de kilomètres de Saint-Louis au nord du pays, on a trouvé la solution. Avec ce qu'Olivier Rosière appelle son tracteur volant. Ils vont mettre l'engrais là-dedans, les chargeurs. Ça va se passer, une rotation, c'est 2 minutes. C'est-à-dire remplir, décoller, vider 2 hectares et demi, revenir, c'est quasiment 2 minutes. Ça va très très vite. Et après, quand j'enclenche, ça m'ouvre les trappes et ça se met à tourner très vite et ça projette l'engrais à la volée, voilà, comme un tracteur ou des gens qui le font à la main. Il n'y a pas que ça va beaucoup plus vite. Chaque jour, ce pilote professionnel survole les parcelles de l'exploitation pendant près de 2 heures. Je vais faire ces parties qui représentent 50-60 hectares à peu près. Ça prendrait combien de temps à faire un tracteur Un tracteur, 60 hectares, il faut compter quasiment la journée. Moi, je vais mettre 1h30 pour le faire. Et c'est parti pour un manège rapide et précis. En train de survoler toutes les rizières de la CASL. Un survol pour répandre l'engrais. Au sol, les ouvriers agricoles qui attendent Olivier pour recharger son hélicoptère se positionnent au centimètre près pour ne pas perdre une minute. Les gars sont devant, avec l'engrais posé sur une remorque. Et là, ils ont mis des seaux de chaque côté des bassines avec l'engrais dedans. Et je vais me poser entre les bassines et ils vont le charger. Dès que je vais te poser, ils vont les jeter là. Je positionne. Bon, là, il n'y a pas beaucoup. Il y a 50 cm à peine de chaque côté. Voilà. Voilà, ils sont en train de charger l'engrais. L'opération va se répéter toutes les 2 minutes. 150 kg d'engrais déversés à chaque rotation. Un rythme soutenu, nécessaire pour produire du riz de manière industrielle. Nous voici sur les terres de la CASL, la compagnie agricole de Saint-Louis, l'une des plus grosses usines de production de riz de toute l'Afrique de l'Ouest. L'aventure débute en 2013, quand plusieurs investisseurs décident de s'associer avec un objectif. Créer de toutes pièces une grande exploitation capable de produire localement du riz destiné au marché sénégalais, depuis le champ jusqu'au sac de riz. À l'origine de ce projet, un constat. Le pays importe près d'un tiers du riz qu'il consomme, soit près d'1 million de tonnes chaque année. Pourtant, la vallée du fleuve Sénégal est réputée pour offrir des conditions favorables à la culture du riz. Alors il a fallu tout construire, un vrai défi, car à l'époque, les terres sont inexploitées et appartiennent à des habitants de la région. Village par village, et après 4 ans de négociations, la compagnie achète près de 3000 hectares pour un montant total de 540 millions de francs CFA, soit 180 000 francs l'hectare. Après avoir acheté ces terres, la CASL a progressivement recruté près de 400 employés et aménagé les parcelles pour mettre en place un réseau d'irrigation de plusieurs centaines de kilomètres et permettre la culture du riz à une échelle industrielle. Car pour pousser, le riz a besoin d'eau, beaucoup d'eau. Selon les stades de croissance, ces racines doivent constamment baigner dans ce que les riziculteurs appellent une lame d'eau, comprise entre 3 et 10 cm. La CASL a donc développé un système d'irrigation qui utilise l'eau du fleuve Sénégal pour la répartir dans les parcelles grâce à des canaux. Bon, sous le pont, l'eau arrive ici. Bon, ça va remplir l'arroseur. L'arroseur, c'est ce petit canal qui alimente ensuite les rizières. Il faut en moyenne 24 heures pour remplir une parcelle de 5 hectares. Un système simple, efficace et surtout très peu gourmand en main-d'œuvre. On a choisi ce système parce que ça nous, comme on a 2700 hectares à faire et qu'on a 10 personnes qui gèrent l'irrigation, qu'on appelle les irrigateurs,
On avait besoin d'un système qui nous permet de ne pas passer tous les jours de fermer et d'ouvrir une vanne pour pouvoir entrer et sortir l'eau. Certaines parcelles doivent être irriguées en permanence, car dans cette région du Sénégal, la terre contient un fort taux de sel. Il faut donc désaliniser les sols pour permettre la culture du riz. Quand le riz a été correctement irrigué, il peut être récolté jusqu'à 2 fois dans l'année. Là, on est en face d'une parcelle de riz qui est en maturité, qu'on va récolter dans quelques minutes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les panicules, avec des grains matures. Là, parce que là, ça nous permet de garder, de conserver la saveur et l'arôme du riz. Donc c'est vraiment le moment top pour récolter. Pour la récolte, l'entreprise a choisi d'investir dans 3 moissonneuses batteuses. Des engins coûteux, importés d'Europe qui valent chacun entre 20 et 32 millions de francs CFA. Actuellement, on a des moissonneuses de marque classe qui ont une capacité qui peuvent nous récolter jusqu'à 12 hectares et demi par machine et par jour, en 8 heures de temps, en 8 heures, 10 heures de temps. Donc ce qui fait que nous, on a la possibilité de récolter 45-50 hectares par jour, sans pression. Voilà, ce qui nous permet de récolter nos 2000 hectares en 50 jours. Chaque parcelle de 5 hectares va donner entre 25 et 30 tonnes de riz brut, appelé riz paddy. Une matière première qui va partir immédiatement à l'usine pour être transformée en riz blanc et commercialisée sous la marque Royal Sénégal. À son arrivée à l'usine, le paddy est immédiatement pesé et sa qualité contrôlée. Environ 2/3 du riz provient des exploitations de la CASL. Le reste est acheté auprès de petits producteurs locaux. Dans ce camion, on est en train de recevoir 25 tonnes de paddy venant directement des champs pour alimenter notre force de réception. En pleine capacité, on peut recevoir jusqu'à 14 camions jour, soit l'équivalent de 350 tonnes. Des centaines de tonnes de riz paddy qu'il faut d'abord sécher avant de les stocker. À la CASL, c'est Sonarcor qui supervise la transformation de la matière première. Là, on va monter au-dessus des séchoirs pour voir comment le grain tombe à l'intérieur. Comment? On est à 25 mètres de haut. Les séchoirs sont situés dans ces grandes colonnes, chauffées à 60 degrés. Le riz y est projeté de haut en bas à plusieurs reprises, le temps de faire descendre son taux d'humidité de 24 à 13%. Et on y est. On est au-dessus des séchoirs. Et là, ce que je vais vous montrer. Donc là, on est à 25 mètres d'eau, en tête de séchoir. Vous pouvez apercevoir à l'intérieur comment le grain descend à l'intérieur du séchoir après la phase de nettoyage. Des équipements qui ont une capacité de 25 tonnes par heure et fonctionnent 24 heures sur 24 en période de campagne. Le riz va être stocké maintenant au niveau des silos. Ces silos de stockage de 2500 tonnes de capacité respective. Ces silos de stockage, les voici. Sans ces derniers, impossible de produire du riz à grande échelle. La CASL en possède 4 et 4 autres sont actuellement en construction, soit à terme une capacité totale de 20 000 tonnes de riz stocké. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur des silos, comment c'est configuré. On rentre dans ce trou d'homme. Une petite trappe pour pénétrer dans ce silo haut de 20 mètres. Il faut en moyenne 10 jours pour le remplir entièrement. Un silo comme celui-ci coûte un peu plus de 100 millions de francs CFA. Il est livré avec toute une série d'accessoires indispensables à la conservation du riz. C'est des appareils de mesure de température avec des points sensibles. On a 5 points sensibles sur chaque sonde
Et chaque sonde de température, on a 7 sondes de température par silo. Surveiller le taux d'humidité, un travail essentiel pour éviter les risques de perte liés à la moisissure par exemple. Toutes les informations collectées sont ensuite transmises vers une base de données. Direction la chaîne de fabrication inaugurée en janvier 2018. Dans cette salle, toutes les commandes sont centralisées. Ces 2 employés et leur ordinateur suffisent à faire fonctionner la quinzaine de machines qui vont servir à usiner le riz. Il y a pas mal de capteurs sur ces machines-là qui lui renvoient des informations en cas de problème. Et c'est maintenant, en ce moment, que l'opérateur intervient pour résoudre les problèmes et revenir à sa position. Résultat, presque aucun employé sur la ligne de production et des machines qui travaillent en autonomie à une cadence de 8 tonnes par heure. À plusieurs reprises, le riz est trié, puis nettoyé avant d'être blanchi grâce à cette machine. On a 2 blanchisseurs. Donc, sur le premier blanchisseur, on passe de ça à ça, on récupère le son. Sur le second blanchisseur, on passe de là à là. À ce stade, le riz paraît presque entièrement blanc, mais il y reste encore des impuretés à enlever avant de le commercialiser. Et c'est cette machine, appelée Sortex, qui permet de trier les grains grâce à une technologie de haute précision. Sur chaque module, on a 2 caméras, un avant et un arrière. Et en dessous des caméras, on a des éjecteurs qui fonctionnent à l'air comprimé. Alors, dès que la caméra détecte du grain qui n'est pas conforme, il donne l'instruction aux éjecteurs de l'éjecter. Alors, là, on récupère les rejets finales. Et là, on récupère le bon produit. Tout ça est venu avec le produit et n'était pas visible à l'œil nu. Avec le Sortex, on parvient à les sortir et c'est assez phénoménal comme process. Dernière étape, la mise en sachet, avec une autre machine qui remplit automatiquement des sacs de 5 à 50 kg à raison de 7 sacs par minute, soit 420 sacs de riz par heure. Chaque mois, la compagnie agricole de Saint-Louis produit ainsi 2000 tonnes de riz blanc, entreposées dans ce hangar avant d'être distribuées dans le commerce entre 350 et 500 francs le kilo. En 2017, la production totale s'est élevée à 8000 tonnes de riz pour un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Mais tout cela a un coût. Pour disposer de tels équipements et atteindre ce niveau de rendement, l'entreprise a dû dépenser 30 milliards de francs CFA. Un investissement financé à 50% sous fonds propres. L'autre moitié de l'argent a été prêté par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. À la fin de la journée, Bertrand Nicolas, cofondateur de la Compagnie agricole de Saint-Louis, mesure le chemin parcouru depuis 5 ans. Ici, avant, il n'y avait rien. C'est simple, c'était un grand désert. Pour l'instant, la jeune entreprise n'est pas encore rentable. Mais d'après les calculs de ses fondateurs, les comptes de la CASL devraient atteindre l'équilibre en 2019. Dans le même temps, il continue d'investir pour s'agrandir et produire toujours plus. Avec un objectif, se lancer à la conquête du marché local largement dominé par le riz importé. Le Sénégal est le 5e ou le 6e importateur au monde de riz, sachant que l'Afrique de l'Ouest, à elle toute seule, est le premier importateur au monde de riz. Et donc il est très important qu'il y ait une sécurité alimentaire qui se crée dans les pays en Afrique de l'Ouest. Pour être très clair sur ce point-là, au Sénégal, on importe du riz de l'Inde, de la Thaïlande, du Brésil. Voilà. Bon, la Thaïlande, c'est un cas à part. Mais l'Inde et le Brésil, un jour, vont arrêter d'exporter parce que leur population augmente et la production stagne. Et donc, ici, on va faire comment pour se nourrir? Et donc, si on n'investit pas dans des silos, dans des aménagements de quasi-rizicoles, dans des usines, ici en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, on va avoir de graves problèmes. En disant cela, Bertrand Nicolas pense aux émeutes de la faim qui ont soulevé le Sénégal en 2008. À l'époque, le prix du riz avait doublé pendant la crise alimentaire mondiale. L'enjeu est donc de taille dans la région. À eux seuls,
Le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire représentent un marché potentiel de près de 60 millions de consommateurs de riz. CASL, ça sent la démesure. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, la démesure, pas vraiment. Alors, pour vous, ce n'est pas démesuré, pour vous, c'est petit. Oui, c'est l'ambition, c'est l'engagement, et puis c'est l'action. Voilà, donc je crois qu'ils ont cru au projet, ils ont cru au marché, ils ont investi, et ça donne les résultats qu'ils ont. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance alimentaire en riz. Le Sénégal aussi, mais ce n'est pas la même stratégie. Tout à fait. Tout à fait. Ce genre de chemin nous a été proposé par certains opérateurs, gros opérateurs. On leur a dit que ce n'est pas notre option. Alors, apparemment, expliquez-nous. Ça veut dire quoi? Pour ce qu'on voit, vous n'opérez pas au niveau de l'industrialisation de la production, mais l'industrialisation de la transformation. Eux, ils ont commencé à partir même d'une vraie plantation qui est tout à fait industrielle. Nous, on n'a pas pris cette option en Côte d'Ivoire. Nous avons pris beaucoup de paramètres en compte. Admettons qu'une usine comme ça, nous la fassions à Korogo. Ça veut dire qu'on va aller chercher du riz. Parce que nous, on ne va pas vouloir qu'on produise sur 3000 hectares d'intenants. C'est possible en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans ces options, dans certains cas, notamment dans la région nord de la Côte d'Ivoire, vers le Denguélé. Là, vous avez des grandes superficies où vous pouvez le faire. Du sud de la Côte d'Ivoire jusqu'à Oudjéné, vous ne pouvez pas trouver 3000 hectares d'intenants, ce n'est pas possible. À moins que vous expropriez les producteurs, ce que nous refusons de faire. Nous avons choisi de ne pas installer de gros industriels qui vont prendre ceci et prendre cela. Et puis ensuite, nous, on ne vend pas de la terre. Vous pouvez utiliser notre terre selon certaines conditions, mais dans le cas de bail. Mais nous disons que si vous voulez venir chez nous, travailler dans ces conditions, on n'est pas contre. Vous allez faire en sorte que les paysans producteurs de ces terres-là soient installés avec vous. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Sénégal, qu'est-ce que, sur la base du reportage, vous voyez qu'ils ont, que nous n'avons pas encore? Sur la base du... bon, ce qu'ils ont qu'on n'a pas encore, je ne vois pas trop, parce qu'une usine, là, ce que vous avez vu, l'usine qu'on a vue à Korogo, c'est le même design. Hein? La seule chose qui manque à Korogo, c'est le Sortex. Alors on n'a pas fait attention aux silos de stockage. Il y a un silo de stockage. Et puis là aussi, c'est une option. Nous, dans notre option... Vous confirmez qu'il y a un silo de stockage à Korogo en ce moment? Il y a un silo pour le paddy, 300 tonnes, et puis le paddy 300 livres blanc, 500 tonnes. Pourquoi? Parce que nous avons choisi l'option de ne pas stocker à l'usine. On choisit de faire du flux tendu. L'usine produit, il met à disposition du distributeur. C'est le distributeur qui doit stocker chez nous. C'est une option. Pourquoi est-ce qu'on se bat autant pour produire du riz archi blanc? Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement autour de... C'est beau et c'est attractif. En plus, le type d'emballage et donc, tout ça. Le but est strictement commercial. C'est beaucoup commercial. Alors, est-ce que ça vous fait plaisir de voir des usines de ce niveau? Oui, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de voir que l'État est en train de s'engager dans la transformation. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des inquiétudes. Parce qu'en réalité, la transformation aussi a des besoins utiles pour pouvoir rendre toutes ces opérations-là rentables. C'est la production. Parce que comme le DG l'a dit, vous avez trois niveaux d'intervention sur l'activité, sur la filière riz. Vous avez la production, qui est pour moi pratiquement l'essentiel même de l'activité. Parce que quand la matière première est disponible, en ce moment, l'usine arrive à tourner en plein régime et l'activité devient plus rentable même pour le transformateur. C'est quand même coûteux ce type d'investissement. Donc on se demande, le retour sur investissement, ça devrait être quand même long. Surtout que dans leur cas, au Sénégal, il y a eu les investissements pour l'irrigation, pour la désalinisation. Minimum 15 ans. Si le régime est normal, c'est minimum 15 ans. Au niveau de la production, est-ce que vous confirmez que c'est un produit à faible marge, le riz? Oui, c'est un produit à faible marge. Oui. Alors tout à l'heure... À faible marge au niveau de... Non, au niveau de la production. Au niveau de la production... Oui. Production, non, ça dépend de quel riz. Vente. Au niveau du riz pluvial,
qu'elle a décrit tout à l'heure sur le plateau, la marge est vraiment petite. Mais en riz irrigué, la marge est forte. Les gens, moi, j'ai vu des gens qui, avec 8 hectares, mais ils vivent comme un cadre. Si on n'investit pas, on aura des problèmes. C'est ce que disait le monsieur qui gère la CASL. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Madame? Oui, si on n'investit pas, on aura des problèmes parce que ici, notre option, notre stratégie, oui, ça peut arriver comme en 2008 où les Asiatiques ont refusé de nous vendre du riz. Et ça peut toujours arriver. S'ils ne peuvent plus nourrir leur population, ben, ils arrêtent l'exportation. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez, vous voulez réagir? Allez-y, allez-y, finissez. Donc c'est ça, il faut pouvoir prévoir notre consommation. Et le directeur l'a dit tout à l'heure, nous sommes même en insécurité alimentaire, mais on veut aller au-delà de ça. Hein? Maîtriser toute la filière et dire, bon, ben, d'ici 2050, nous savons que nous devons produire tant de tonnes de riz pour la Côte d'Ivoire. Alors imaginons que... Et nous avons la souveraineté quand nous serons capables de nous nourrir et de stocker pour l'avenir. Les grands pays producteurs qui nous vendent du riz, mais ils sont arrivés à leur limite. Ils n'ont plus de superficie à agrandir. Ils sont arrivés aux limites des rendements. Donc, ça veut dire que la production mondiale du riz va augmenter difficilement. Et c'est sur l'Afrique que le monde va compter. Est-ce que vous sentez l'épuisement au niveau des pays importateurs aujourd'hui, l'épuisement en termes de, non seulement de capacité de production, mais l'épuisement en termes de demande intérieure qui augmente et qui pourrait assécher. Évidemment, ça c'est une réalité parce qu'il arrive que dans certains pays, à des moments donnés, il y a de l'indisponibilité des stocks pour importer. Et donc, ça fait que souvent, dernièrement, il y a la Philippine qui a lancé un appel d'offres de 1 million de tonnes de riz. Le lendemain matin, toutes les bourses ont pris l'ascenseur. Donc, c'est dire que plus la demande est élevée chez eux, plus le prix ira en hauteur. Donc, vous voyez aujourd'hui comme... c'est une réalité. Donc, vous, en tant qu'homme d'affaires, vous voyez aujourd'hui comme une véritable opportunité que la Côte d'Ivoire se dote de stratégies de politique pour atteindre l'autosuffisance en riz. Évidemment, ça, c'est une réalité qu'il faut adopter sans faux fuyant. Ça veut dire qu'il faut que l'État y pense, y mette les moyens pour que cette sécurité alimentaire puisse réellement exister pour que le pays soit définitivement souverain. Vous comptez atteindre l'autosuffisance en riz à quelle échéance? L'échéance qui nous a été donnée, c'est 2020, avec 1 900 000 tonnes. C'est possible. Vous êtes réaliste ou hyper optimiste? Non, je suis réaliste. Je ne suis pas hyper optimiste, je suis réaliste. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des sous-produits du riz qui permettent de développer également la filière? Oui, le son de riz, par exemple. Il y a la farine de riz. La farine de riz, oui, ça fait partie de la transformation du riz. Il n'y a pas que le paddy transformé en riz blanchi, mais les sous-produits comme le son et autres peuvent permettre de nourrir, passer en production animale, passer en produits industrialisés et autres. Avec tous nos invités, on comprend qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir pour le riz en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 7 février pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez, entre-temps, retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. C'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa et aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur RTI. Merci beaucoup. Merci.